Bon, avant d'entrer dans le débat et de passer la parole à la salle, je voudrais simplement rappeler tout de même que nous sommes dans une planète où vivent au même moment une grand-mère cambodgienne qui a le souci de trouver du bois de feu pour faire cuire le riz le soir, et une grand-mère américaine qui ne sait pas si l'eau de sa piscine sera assez chauffée pour accueillir ses petits-enfants le week-end. C'est la même planète dans laquelle nous sommes et où tous nous vivons en même temps. C'est vous dire le défi que les Nations Unies ont apporté pour arriver à faire émerger de ce monde aussi disparate des valeurs communes, dont tout le monde a souligné qu'elles étaient indispensables à une quelconque réforme ou refonte, voire, des Nations Unies. Alors, notre débat va durer une demi-heure. La parole va être donnée à la salle pour soit des interventions brèves, soit des questions aux différents intervenants. Et on laissera les intervenants terminer parce qu'ils ont quelques petits échanges à conclure, si j'ai bien compris. Bon, elle est convaincue. Ah bon, on verra. Il y aura quelques petits échanges. Et puis après, nous partagerons tous ensemble dans cette salle, d'après ce qu'on m'a dit, un cocktail amical. Voilà, donc la parole est à celui qui la veut. Il faut peut-être faire passer le micro pour que ça soit enregistré. Donc je ne sais pas comment on le fait. Il est là, mais comment il marche, je ne sais pas. Tu vas la voir. Alors, premier intervenant, peut-être qu'il y a d'autres 2, 3, 4. On va arrêter pour un premier tour. Ah, c'est pour l'enregistrer, d'accord. Bonjour, je me présente, je milite dans 2 ONG internationales qui sont accréditées à l'UNESCO et à l'ONU et au Mouvement de la Paix en France. Ça, c'est pour dire de quel lieu je parle. Je voulais intervenir sur 2 points très brièvement. Le premier point, c'est l'OTAN. L'OTAN pose une question de légitimité. Vous avez dit, Chloé Morel, qu'elle était moins légitime que l'ONU. Non seulement elle est moins, mais elle n'est pas légitime du tout. L'OTAN, par son fonctionnement et son existence même, viole la charte qui interdit l'usage de la force armée ou la menace de l'usage de la force armée. Or, l'OTAN, c'est uniquement ça. Et donc, même si elle a parfois des semblants de légalité quand le Conseil de sécurité lui confie la mission l'OTAN, comme alliance militaire agressive et offensive, viole elle-même la charte et donc n'a aucune légitimité. C'est la paix qui est la source du droit international par la charte, c'est pas et qui interdit explicitement la menace d'utiliser le recours à la menace de l'intervention militaire. Or, l'OTAN ne fait que ça. Et deuxième point, c'était vaguement évoqué par Jean Ziegler, c'est sur le rôle de la société civile, le rôle des ONG. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé à la tribune. Je pense que aussi pour faire évoluer l'ONU, la rendre plus efficace, un certain nombre de secrétaires généraux ont pris des initiatives donnant de plus en plus de place aux ONG. Alors c'est un grand débat parce que tout le monde peut se proclamer ONG et donc il y a une question de légitimité. Il n'empêche que sur des tas de questions, on a vu que l'alliance de certains pays, des ONG et des institutions internationales comme l'ONU ont fait progresser le traité contre les mines antipersonnelles, des choses comme ça, où les ONG donc, ont joué pleinement leur rôle avec, disons, en partenariat avec l'institution internationale, et je trouve que ça a développé. Mais je pense même que ça peut presque être, sinon institutionnalisé, du moins formalisé et perpétué, c'est dans les rôles d'alerte, les rôles de prévention, et aussi être associé au contrôle. Par exemple, pour le contrôle des armes chimiques, là, les ONG jouent leur rôle. Et je pense que ça, c'est porteur d'avenir pour l'efficacité des Nations Unies. Éventuellement, si vous pouvez en dire un mot sur... Alors, je sais que ça posait problème, d'autant que quand derrière une ONG se cache une multinationale qui, elle, a d'autres intérêts que de promouvoir les valeurs qui sont celles de la charte. Je vous remercie. Tout à fait là-bas, il y avait une demande de parole.
Non, là-bas, tout à fait là-bas. Si j'ai bonne mémoire. Et après, il y avait Merci. Ada Bekouche, je suis membre de 2 associations, mais je ne parle pas au nom de ces associations-là, pour me situer. Droit Solidarité, qui est une association française, membre de l'Association internationale des juristes démocrates, et puis d'une autre association beaucoup plus importante en France, ATTAC. Moi, j'ai deux questions, mais auparavant, une remarque. Moi, j'étais étudiant en droit il y a fort longtemps, il y a 30 ans, je me rappelle, c'est que la revendication essentielle des juristes progressistes, c'était de dire que la Charte des Nations Unies n'était pas suffisamment progressiste. Aujourd'hui, 30 ans après, vous l'avez bien montré, le tournant, c'est la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, 91, qui a fait que ce n'est plus un ordre international qu'on revendique, c'est un ordre mondial, mais un ordre mondial autre que pacifique et progressiste. Alors, ma question, 2 questions sont les suivantes. C'est que vous avez commencé à l'évoquer un peu. Est-ce que l'habileté d'un secrétaire général peut faire progresser dans le bon sens les Nations Unies? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que, moi je pense comme Anne-Cécile Rebel, c'est que la question n'est pas la réforme institutionnelle aujourd'hui, c'est l'application de la charte. Et même si on considérait il y a fort longtemps que la charte n'est pas assez progressiste, aujourd'hui, on regrette son non-application. Et les questions incidentes, c'est que comment se fait-il qu'elle soit peu connue et comment se fait-il que autant d'États ne la respectent pas alors qu'ils y adhèrent? Ça, c'est la question quand même fondamentale. Et puis l'autre question incidente, c'est la question d'une opinion publique internationale ou mondiale. Aujourd'hui, je la qualifierais beaucoup plus de mondiale parce que le travail idéologique est tellement fait aujourd'hui qu'on ne se considère plus comme citoyen du monde ou citoyen au sens éclairé du terme, mais plutôt on est dans le jeu des grands intérêts au niveau mondial. Merci. derrière le pilier, il y a quelqu'un qui a levé la parole, qui a demandé. Merci. Bon, moi, je suis directeur de recherche émérite au CNRS, mais en fait, bon, j'ai un peu travaillé dans la diplomatie française également, mais en fait, c'est surtout en tant que citoyen que je me permets de poser une question. Donc, j'ai vu qu'il y avait des sujets qui divisaient le panel. Donc, je parlerai du sujet sur lequel j'ai l'impression que tout le monde a été d'accord, c'est la société civile, c'est le rôle des peuples. Et c'est donc, pour ce que je traduirai, c'est que les peuples du monde soient intéressés par l'ONU, en aient une bonne image et soient prêts à le défendre auprès de leur État, de leurs gouvernants, puisque de toute manière, l'ONU est une somme de ce que font, de ce que les États finalement décident de faire. Donc, Monsieur Ziegler, vous avez commencé en parlant de la grande inquiétude dans les couloirs de l'immeuble des Nations Unies à New York, parce qu'ils ne sont pas loin de la Trump Tower voilà, qui les surplombe. Finalement, ma question, mais que je vous renvoie, c'est s'il y avait une désaffection ou une attaque forte de la nouvelle administration américaine contre l'ONU, est-ce que ça ne serait pas le moyen de replacer vis-à-vis des peuples du monde le rôle de l'ONU comme force positive de maintien de la paix et de maintien d'un certain caractère raisonnable de la société humaine dans son ensemble? Derrière vous, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir et tout d'abord, merci pour votre intervention. En fait, j'aurais eu 2 questions.
La première, la question du veto, il me semble qu'elle a déjà été réglée historiquement, c'est-à-dire l'Assemblée générale avait décidé par elle-même d'envoyer des troupes dans la résolution 377 qui était Acheson ou Union pour le maintien de la paix. Donc je voulais savoir pourquoi, par exemple, cette coutume que l'Assemblée générale avait de facto mise en œuvre n'a plus été suivie après. Et la deuxième question, qui est un peu... qui est plutôt lié à l'entrée en fonction de Guterres dans pas très longtemps, c'est est-ce que en fait vous considérez que c'est une bonne chose, vous, fin connaisseur en fait des Nations Unies, que les membres du Conseil de sécurité aient autant de poids institutionnellement, c'est-à-dire que les secrétaires généraux adjoints sont très souvent désignés comme souvent des diplomates d'ailleurs des différents pays du P5. Je pense par exemple à Hervé Latsous, le français aux opérations de maintien de la paix, qui a succédé à Claude Leroy, lui aussi diplomate. Voilà, je voulais savoir si vous pensez que ça devrait être complètement indépendant ou que c'est une bonne chose qu'il y ait ce mélange entre membres du P5 et secrétariat général. Voilà. Je propose que sur la base de ces 4 premières interventions, s'il y a des réactions au niveau de la tribune, on le fasse maintenant. Il y a tout de même plusieurs thèmes qui sont apparus. Le rôle de la société civile, le rôle du secrétaire général, est-ce que sa personnalité va influencer sur la suite des événements? Et enfin, l'application de la charte, dont on a peu parlé, mais qui est une réalité. Les États l'ont signée et l'appliquent peu. Est-ce que sur ces thèmes-là, certains veulent intervenir au niveau de la tribune? Anne-Cécile. Ah, pardon. Oui. Voilà. Bon, on est obligé de faire des réponses brèves. Mais la question de la participation des peuples aux Nations Unies, c'est une question difficile. Et là aussi, il faut qu'on réfléchisse, j'allais dire, à ce qu'on propose réellement. Parce que comme il a été dit dans la question de monsieur, là, la société civile, ça ne veut rien dire. Hein, c'est-à-dire chacun y met à peu près ce qu'il veut. Et la définition, par exemple, dans les traités européens de société civile, recoupe 6 ou 7 pages. Et on sait très bien que, au nom de la société civile, on a des laboratoires pharmaceutiques, voire des sectes. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce que signifie la société civile, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec un faux nez qui, en fait, devienne un paravent au détriment des peuples. Hein. Donc personnellement, j'invite à la méfiance concernant la société civile, tant qu'on n'a pas approfondi, y compris entre nous, ce qu'est la représentativité, quels sont les critères de représentativité et de légitimité de la société civile. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais je verse ça au débat. Dans le même ordre d'idées, je verse au débat, il me semble qu'il y a un conflit idéologique majeur depuis une trentaine d'années qui irrigue beaucoup de débats, mais qui n'est jamais, à mon avis, exposé comme tel. Parce qu'il traverse la droite et la gauche, c'est le conflit idéologique entre mondialisme et internationalisme. Là, on a un choix à faire, c'est-à-dire que le mondialisme, c'est une théorie qui se trouve à droite comme à gauche et qui postule le dépassement des États, dans l'idée qu'on peut créer des instances au-dessus des États et que les États doivent disparaître. Et là, vous avez des gens de droite comme de gauche qui pensent ça. Et l'autre branche de l'alternative, c'est l'internationalisme, qui consiste à dire que les nations constituent, et les États-nations, constituent la cellule de base de la société internationale et que la solution est de créer des liens entre les nations, internationalisme. Et suivant l'appréciation qu'on porte, moi je suis plutôt du côté de la seconde branche de l'alternative, je suis plutôt internationaliste, parce que je pense que au moins à court ou moyen terme, l'État-nation demeure la cellule de base de la société internationale. Et je partage tout ce que disait Jaurès à ce sujet. Mais bon, c'est un débat qu'il faut qu'on tranche. Si on veut donner ou non un rôle à la société civile, il faut qu'on sache si on considère que l'État est mort ou pas. Suivant qu'on répond oui ou non à cette question, on accorde ou non une place à la société civile comme substitut ou rôle à côté. Dernière chose, bon, on pourrait faire un débat très long avec Jean Ziegler sur le veto. Je pense simplement que, sauf votre respect, vous prenez les faits pour la cause. Pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas mis leur veto à la guerre en Libye et pourquoi l'ont-ils mis à la guerre en Syrie?
Ce n'est pas un problème de procédure, c'est un problème politique. Dans un cas, il y avait un accord politique au sein du Conseil de sécurité. Dans l'autre, il n'y a pas d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord en Syrie, ce n'est pas parce qu'il y a le veto, c'est parce qu'on a mené des diplomaties que je considère malheureusement imbéciles en ce qui concerne la France, qui ont créé un conflit irréductible entre les 5 membres permanents concernant la personnalité de Bachar al-Assad. Mais ce n'est pas un problème de veto. On est tous d'accord sur la Syrie. Donc s'il y a eu un veto, c'est parce que quelque part, politiquement, on a construit artificiellement un désaccord qui ne devrait pas être là. Donc le problème n'est pas le veto, le problème il est politique. Mais bon, on pourra continuer à débattre de ça. Allez-y. Oui, je voulais répondre à une des questions. C'était la question de monsieur. Est-ce que l'habileté d'un secrétaire général peut faire progresser l'ONU? Je pense que oui, parce que j'ai l'exemple de l'UNESCO, puisque j'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'UNESCO, et j'ai vu qu'il y a eu 2 directeurs généraux particulièrement importants. Le premier, c'était le tout premier directeur général, Julian Huxley, le frère de l'écrivain Aldous Huxley. C'était un scientifique britannique. Il était extrêmement enthousiaste, il avait beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour la nouvelle organisation, l'UNESCO, et ça a vraiment dynamisé tout le personnel et ça a créé un véritable enthousiasme pour l'UNESCO dans plusieurs courants de la société civile mondiale. Et le deuxième, c'est René Maheu, dans les années 60, un Français qui a vraiment fait de l'UNESCO une agence connue et populaire à ces années-là, avec le courrier de l'UNESCO, avec le sauvetage d'Abou Simbel, etc. Et donc, je crois que le choix de ce poste clé de secrétaire général de l'ONU vraiment peut avoir une influence sur le devenir de l'ONU. Moi, j'ai un micro, merci. Avant de passer la parole à Jean Ziegler, je voulais simplement, sur ce que venait de dire Anne-Cécile, dire que la question qu'elle a posée est très, très pertinente, très judicieuse, sur internationalisme et mondialisme, mais que si on veut y inclure les débats sur la société civile, il faut le ramener à un autre débat qui est celui de la gouvernance. C'est lié. Ça forme un bloc. Je réfute le terme de gouvernance. Non, mais justement... Je pense que c'est un concept idéologique justement, à détruire la démocratie. Je pense que le mondialisme... Je pense que le mondialisme est totalement lié à l'idée de gouvernance. Et donc, c'est pourquoi, pour moi, ça fait partie d'un gros paquet, qu'il faut dénuer, mais qui est très lourd. Jean Ziegler. Je vous donne Ah, vous avez... Non, vous l'avez plus, je vous l'ai... Si, vous l'avez. Il me l'a piqué, là? Non, vous l'avez. Vous l'avez. Oui, parce qu'il a vécu longtemps en Suisse, donc il faut faire attention. Je voulais répondre à à notre collègue sur que peut faire un secrétaire général, comment c'est important, comment évaluer le poids de la personne, du sujet. Est énorme. Hein. D'abord, il est là pendant 10 ans. Normalement, enfin, il y a 2 qui ne sont pas restés là. Hammarskjöld a été assassiné dans la forêt d'Ndola, tombé, assassiné. Et Boutros Ghali a été liquidé par Mme Albright, enfin par les Américains, après le bombardement de Ghana, de ce village au sud Liban, par les Israéliens, qui était en même temps une place forte des Nations Unies, de la FINUL. Les Israéliens ont bombardé, tué plus d'une centaine d'hommes, femmes et enfants qui se sont réfugiés auprès des casques bleus dans ce village biblique de Ghana où Jésus a fait le miracle, etc. Et Boutros Ghali a simplement instauré une commission d'enquête. Il faut savoir ce qui s'est passé. L'administration américaine a dit pas de commission d'enquête, à la guerre comme à la guerre. Il faut la dissoudre. Boutros Ghali a dit on ne dissout pas la commission d'enquête, elle fait son travail. Il était liquidé comme secrétaire général. Mais à part Hammarskjöld et Boutros, tous sont restés 10 ans. Et ça donne un pouvoir formidable de permanence. Ça dépasse en général le temps de vie politique de tel ou tel chef de gouvernement, etc. etc. Où est le pouvoir? Le pouvoir est évidemment dans la proposition, parce qu'il intervient tout le temps au Conseil de sécurité avec des propositions, etc., etc., mais surtout dans les nominations. Surtout dans les nominations. Parce que là, il y a un exécutif pratiquement souverain. Le secrétaire général nomme le haut commissaire pour les réfugiés, nomme le haut commissaire pour les droits de l'homme, etc., etc., à part les 23 organisations spécialisées qui ont un conseil d'administration, un budget à part, une assemblée à part.
tout ce qui se passe dans l'ONU, jusqu'au commandant en chef de l'armée internationale, McCarthy en 1950, s'il avait une nouvelle guerre menée par les Nations Unies, il nommerait le commandant en chef. Donc il y a un grand pouvoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais bureaucratie. Il y a les G, les General Staff, 1, 2, 3, 4 étapes. Ensuite, il y a Professional Staff, des professionnels, catégorie 1, 2, 3, 5. Ensuite, il y a D1, D2, directeur, etc. Et ensuite, il y a les postes politiques nommés, négociés, secrétaire général adjoint, secrétaire général assistant, etc. etc. Aujourd'hui, et je donne des exemples très précis dans mon livre, tout ce qui est au-dessus du P3 est d'abord soumis à l'ambassade américaine. Tous les dossiers en dessous du P3, P3, P4, P5, passent d'abord le scrutiny, comme ils disent, l'examen du département d'État pour aller vite. Ou peut-être la CIA de l'ordinateur et tout ça. Alors moi j'ai échappé parce qu'ils se sont trompés simplement, parce que, ben oui, c'est Suisse, neutre, député social-démocrate, imagine, j'ai honte jusqu'à maintenant, social-démocrate au Parlement fédéral. Ensuite, un livre avait paru aux États-Unis sur les faux juifs. Enfin, la Suisse, l'or et les morts, parce que les banquiers suisses étaient les receleurs de Hitler, etc. Et ça peut bien marcher aux États-Unis. Critique dans le New York Times, tout ça qui était très bon. Et tout ça a fait que Kofi Annan n'a pas rencontré une opposition absolue quand je suis devenu rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Mais normalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la colonisation complète de la bureaucratie par les États-Unis. Et ça, avec Guterres, va cesser. Ça, je vous garantis, ça va. Hein, tu connais aussi. Cesser. Bon, il y a pour Guterres, il y a une préoccupation qui est notamment celle du Quai d'Orsay, évidemment, pour avoir eu l'abstention des Russes. On ne sait pas qui s'est abstenu, mais un s'est abstenu. C'est certainement les Russes qui sont abstenus. Pour éviter le veto russe, malgré la promesse de Poutine, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure. Personne de l'OTAN n'aura jamais le vote russe. Abstention russe. Il a certainement dû négocier avec les Russes des postes tout à fait considérables. Et ce qu'on dit, c'est qu'il a négocié notamment le DPKO, Department of Peacekeeping Operations, c'est-à-dire le sous-secrétaire général qui dirige les casques bleus pour les Russes. La France l'a tenu pendant des années depuis toujours. La France, c'était toujours un poste français. Et elle a très bien fait. Les différents sous-secrétaires généraux pour les casques bleus, enfin pour le peacekeeping, peacemaking, étaient des Français de haut niveau, très bien. Et il est très probable qu'il l'ait promis aux Russes. Et il est complètement souverain. Complètement souverain, il peut le faire. Promis aux Russes pour éviter leur veto, pour avoir son poste. Et là, ni la France, qui Dieu sait n'est pas l'Albanie, enfin une grande puissance prestigieuse, etc., ne pourra faire quoi que ce soit, ni personne. Là, il y a un pouvoir formidable dans les nominations. Vous imaginez un Russe dirigeant les casques bleus? Mais ça risque d'aller. Bon, bref, pour répondre à votre question, le pouvoir, c'est essentiellement les nominations, et puis le droit de proposition au Conseil de sécurité. Ensuite, je veux juste dire encore quelque chose sur ce que je ne dirai rien sur Anne-Cécile, je la laisse dans son erreur, mais sur un deuxième point qu'elle a soumis, c'est l'État. C'est vrai qu'en 1945, les sujets de l'histoire, c'était les États nationaux, en 1945. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils perdent leur pouvoir normatif comme un bonhomme de neige au printemps. Le droit de souveraineté, le pouvoir normatif, l'article 2 de la Charte dit l'organisation respecte, etc., la souveraineté de chaque État membre. Mais ce n'est plus les États qui font l'histoire. C'est l'oligarchie du capital financier globalisé qui impose
leur volonté aux États, je dis un peu schématiquement, je donne un seul chiffre, la Banque mondiale annuelle l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales du monde l'année dernière, tout secteur confondu, de la finance jusqu'à l'industrie, services, etc., les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées du monde l'année dernière ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses, marchandises, brevets, etc., produits capitaux, produits en une année sur la planète, 52,8%. Ils ont un pouvoir comme jamais un pape, jamais un empereur, jamais un roi n'a eu sur cette planète. Et ils s'échappent totalement à la normativité internationale et ils fonctionnent selon un principe, ce qui est tout à fait normal, qui est la maximalisation du profit. Nestlé n'est pas là pour combattre la faim dans le monde, elle est là pour augmenter le shareholder value. Et moi, je ne connais pas, quand on skie, on se croise parfois avec le président de Nestlé, puis il faut bien se parler un peu quand on attend dans la télécabine, etc. Donc, Brabeck, je prends le trust alimentaire le plus puissant du monde, Nestlé. Brabeck est plutôt un type qui sait lire et écrire, le président. Plutôt un type assez convenable. Mais là n'est pas le problème, puisque nous sommes confrontés à un système de violence structurelle. Si Brabeck n'augmente pas la valeur de l'action Nestlé de 15, 20 ou 21% l'année prochaine, et bien après 3 mois, il n'est simplement plus président de Nestlé. Le président de Sanofi, de Novartis, de n'importe quelle multinationale dominatrice du monde, c'est la même chose. Et cette dictature du capital financier mondialisé doit être brisée. Elle peut l'être brisée par les Nations Unies, par exemple, en interdisant totalement les sociétés offshore, en créant la justice fiscale planétaire, etc. Enfin, Anne-Cécile a évoqué un certain nombre de choses à faire. Ça, là, il y a une immense tâche des Nations Unies, mais elle est capable, si elle est appuyée encore une fois sur une société civile vivante, intelligente, mobilisée, d'accomplir ces tâches et de donner aux États nationaux de nouveau une capacité normative qui sont perdues. Amen. Merci. Niels voulait dire quelques mots. Tu prends le micro parce que... je suggère peut-être que l'on organise une session spéciale sur la question du droit de veto, ses origines et son actualité. C'est un gros sujet. Mais il était question de l'illégalité de l'OTAN. L'OTAN, comme toute organisation économique ou militaire, est parfaitement légale. Personne ne l'empêche. C'est un droit de tous les pays de s'organiser et de faire. On peut la combattre idéologiquement, politiquement, mais légalement, elle est légale. Par contre, ce qui a été illégal, c'est le jour où l'Organisation des Nations Unies a donné des mandats à l'OTAN d'intervenir dans des pays. Parce que dans la charte, il est précisé que l'ONU ne peut pas confier à une organisation régionale une intervention militaire. L'OTAN est une organisation régionale. Donc là, il est effectivement illégalité. Effectivement, il était aussi beaucoup parlé de la question, on est minuit moins 5, je crois, et que peut-être il y a des avertisseurs qui sonnent aux oreilles de certains, ou de certains politiques, ou de certains au sein des Nations Unies. Il y a un vote récent qui n'est pas sans intérêt au sein de l'Assemblée nationale et qui touche à l'interdiction des armements nucléaires. Où à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale, une majorité absolue s'est dégagée pour un désarmement nucléaire. C'est la première fois où finalement l'ensemble des pays qui appartiennent aux zones dénucléarisées, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, ont voté dans ce sens-là. Et il est intéressant de savoir que tous les continents ont voté à majorité pour l'interdiction, la réduction des armes nucléaires, sauf l'Europe. Sauf l'Europe. L'Europe est le seul continent qui, à l'exception de l'Autriche, qui a voté oui, et de la Suisse et de la Suède, je crois, du Chypre, qui se sont abstenus,
unanimement, l'Europe a voté contre le désarmement nucléaire, alors que l'ensemble des autres continents votaient à une majorité. Alors ce vote est très intéressant du reste, parce que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, Israël sont contre. L'Inde, le Pakistan et la Chine s'abstiennent. Et humour, la Corée du Nord vote pour le désarmement nucléaire. Donc c'est très intéressant, mais ça montre bien que cette Assemblée générale de l'ONU, ça bouge. Il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses. Hein. Seulement, il faut effectivement, et ça c'est un long cheminement, une rupture de tutelle par rapport aux pressions politiques, aux pressions financières aussi, parce qu'on sait l'exemple de... Il y a de multiples exemples d'institutions, l'UNESCO et d'autres qui ont été privées de moyens justement par le retrait des grandes puissances qui refusaient de subventionner des organismes qui n'appliquaient pas une politique qui leur était favorable. Donc il y a un énorme rapport de force, mais je crois là effectivement, je pense que dans une situation de crise extrême, peut-être que nous sommes sujets de l'histoire, que les sujets de l'histoire ont plus de poids que dans des situations au contraire immobiles et figées, comme ça a été à certains moments de l'histoire. Je pense que maintenant, la déstabilisation dans le monde, peut-être ouvre le champ à une place au sujet de l'histoire. Merci. Écoutez, nous n'avons pas vu l'heure tourner, mais il est tout de même 9h moins le quart. Donc je propose que pour la partie débat, on s'en tienne là, tout en sachant les frustrations que ça peut nourrir. Mais comme nous avons un pot amical, peut-être que les discussions pourront se poursuivre autour de ce pot. Restez un petit peu et puis continuons la discussion.